Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Vidéo qui, une fois n'est pas coutume, va parler d'hybride. Cette voiture que j'ai déjà présentée dans sa première génération, la Lexus CT200H, voir la mention sur le coffre arrière. Donc cette Lexus CT200H que j'ai déjà présentée dans sa première version, la version 2013. Là, on va présenter l'ultime version, la version 2018. Ça nous permettra de voir les évolutions du modèle, les quelques détails qui ont changé. La base technique reste la même de manière générale. Après, il y a un certain nombre d'évolutions qui méritent malgré tout d'être peut-être signalées. On remercie le fidèle suiveur de la chaîne qui m'a mis à disposition sa voiture pour qu'on puisse en parler. Donc il y a à peu près un an et demi, je crois, j'avais fait une CT200H sur la chaîne. J'avais beaucoup aimé cette voiture. Et là, c'est le retour de la CT200H, mais donc dans son ultime version. Alors étonnamment, et c'est assez rare sur les Lexus, la 2013 que j'avais montré la dernière fois, c'était un modèle de base. C'est une version pack, donc un modèle standard avec les petites jantes qui correspondent également au modèle présenté ici, puisque la version présentée ici, c'est également une version de base, alors que c'est des voitures qu'on voit souvent avec des finitions relativement hautes, puisque Lexus, pour rappel, c'est la marque prestige de Toyota, contrairement à Toyota, où vous pouvez acheter exactement la même voiture, mais avec un autre niveau de finition et d'équipement. Les Toyota, on va dire, équivalentes à ce modèle là, ça va être la Auris principalement, et dans une moindre mesure la Prius, et après Toyota ont d'autres modèles hybrides avec le même type de mécanique. Mécaniquement, donc c'est un véhicule à système hybride, donc il n'y a pas de recharge à faire à la maison, tout se fait naturellement avec la voiture en fonction des modes de conduite qu'on va voir dans quelques instants. Donc la voiture a une mécanique qui est couplée, donc un moteur avec une transmission à variateur CVT d'un litre 8 de cylindrée. C'est un moteur qui développe à peu près 85-90 chevaux, le moteur thermique, et là-dessus vous avez aussi une hybridation, donc il y a un moteur électrique qui est couplé à ce moteur thermique, et ce moteur électrique a donc pour but soit d'aider le moteur thermique à développer plus de puissance une fois que vous êtes sur des trajets autoroutiers, mais également quand vous êtes sur des trajets urbains, ou voire quand vous êtes sur des trajets urbains, ça vous aidera donc à rouler de manière gratuite, entre guillemets, sans dépenser de l'essence. Et donc ça, c'est plutôt agréable, puisque ça fait faire quelques économies de carburant, mais en plus ça permet de voyager en silence. Et ça, l'avantage pour moi, et c'est pour moi la meilleure solution, c'est qu'il n'y a pas de prise à la maison ou autre. Ça fonctionne tout le temps, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc entre la phase 1 et la phase 3, ils ont fait une évolution au niveau de la calandre. Donc là, on a le pare-choc qui remonte totalement entre les phares avant de la voiture, alors que sur la première phase, la calandre était séparée de la voiture, et on a cette espèce de X qui forme cette calandre chromée. Le design japonais, c'est soit très tortueux comme on a un peu sur cette Lexus, soit c'est des designs très classiques, très conventionnels, très cachés. Là, pour le coup, on est plutôt sur un design assez tortueux sur la face avant. On peut voir de droite à droite et à gauche des espèces d'ouïes en plastique, puisque c'est un modèle de base. Sur la finition sport, en bas du pare-choc à droite et à gauche, vous allez avoir des gros anti-brouillard ronds avec une face avant un peu plus agressive. Comme c'est un modèle de base, on va avoir un feu de jour uniquement ici, mais on a une lampe halogène. Donc là, vous avez une signature lumineuse qui s'allume à cet endroit-là, alors que sur les versions plus hautes, vous allez avoir un phare totalement différent avec du LED supplémentaire à l'avant. La partie latérale, à ma connaissance, il n'y a rien qui change sur cette voiture, c'est exactement la même à chaque année. Et la partie arrière change également légèrement différente.
elle est légèrement différente au niveau des feux et du pare-choc, c'est très légèrement différent. On retrouve les mêmes ouïes en plastique à droite et à gauche. Pour moi, c'est pas très joli ces trucs là, mais bon, c'est comme ça fait partie du design moderne. On peut voir que les retours de pare-choc à cet endroit là sont vraiment pour rentrer bien comme il faut les roues à l'intérieur, et ça a pour effet de réduire la consommation, d'avoir une meilleure pénétration dans l'air, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. On a vraiment cet ensemble monobloc pour essayer justement de gagner en économie de carburant, puisque au départ ce sont des voitures faites pour économiser le carburant, ce sont des voitures vertes, et du coup on est obligé d'avoir des systèmes un peu comme ça. Alors après le design est assez classique de manière latérale. Par contre, sur les faces avant et arrière, on a un design qui est assez tortueux. Après, pour moi, c'est pas la qualité première de ces voitures, c'est pas le design. Bon, c'est pas forcément choquant et dérangeant. C'est moins moche que certaines Toyota qui sont dans un extrême total en termes de design. Là, celle-ci, ça passe plutôt bien. J'avais peut-être moi une préférence pour la première phase que celle-ci. Cette touche de modernité supplémentaire. Et malgré tout, à signaler entre les deux générations de CT200H. À l'intérieur, on va voir également quelques évolutions perceptibles sur cette voiture, à commencer, avant de rentrer dans le véhicule, par le volant qui est très légèrement différent, donc qui est toujours gainé de cuir. Le volant est toujours gainé de cuir, on a toujours le gros logo Lexus, on a des commandes au volant, on a une finition à cet endroit là qui rappelle un peu la couleur de la carrosserie, on peut le voir. Donc tout ça, alors c'est extrêmement bien fabriqué en termes de qualité de fabrication. Là, cette Lexus elle est vraiment d'un très haut niveau. Il n'y a pas grand chose qu'on pourrait reprocher, peut-être éventuellement les plastiques ici, mais franchement non, on peut même pas trop les reprocher. Les boutons sont peut-être un peu gros, mais bon, c'est aussi des voitures mondialisées, donc c'est des voitures qui doivent pouvoir être utilisées aussi bien dans le Grand Nord que dans le Sud. Donc quand vous avez des gants, évidemment c'est plus facile à avoir ce genre de gros boutons que des petits boutons tactiles. Donc voilà, c'est des voitures mondialisées, donc il faut ça s'explique, ça s'excuse. On peut voir que la commande de climatisation c'est pareil, les commandes sont assez grosses, assez importantes. Je pense que c'est aussi pour ça. La chose qui change entre la première et la troisième phase, ça va être la tablette tactile. Donc sur la première phase, c'était un écran rétractable, et là on peut voir à la mise en route que c'est un écran comme une tablette. Alors est-ce que c'était mieux l'écran rétractable, est-ce que c'est mieux ici, j'en sais rien. Là ça fait un peu smartphone, ça fait un peu gros smartphone planté au bout du tableau de bord. J'ai pas vraiment d'avis sur la question. Je trouve ça un peu j'ai toujours globalement du mal avec ces tablettes non intégrées en planche de bord. Moi j'aurais préféré que ce soit mis à cet endroit là, ça aurait été plus sympa. Quand c'est des tablettes un peu posées comme ça, j'ai un peu plus de mal. Bon voilà, après c'est un choix, mais bon, j'ai pas vraiment d'avis non plus sur la question. Sur ce modèle standard de Lexus, il n'y a malheureusement pas de navigation GPS avec cet écran tactile. C'est juste un écran qui vous permet grâce à cette molette ici, repris un peu des systèmes BMW. Si vous appuyez sur la touche menu, vous allez rentrer sur différents systèmes de menus d'infotainment. Et du coup vous pouvez rentrer sur différentes choses. Alors j'ai pas pris le menu le plus intéressant, mais on peut avoir un doublon de commande de climatisation en bas en haut. Pareil, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. On va avoir des fonctions pour gérer le Bluetooth, le téléphone et la voiture, avec les fonctions, l'historique des trajets, etc. On va rentrer sur différents menus paramétrages qui sont globalement toujours assez identiques en fonction des voitures hybrides de chez Toyota. C'est toujours à peu près la même chose. Là tout à droite, vous allez avoir votre jauge qui va se modifier en fonction de ce que vous allez consommer en carburant, donc 10 litres, 20 litres, 30 litres. Et la partie ici, c'est la partie de régénération sur les 15 dernières minutes. Est-ce que votre éco-conduite a été bonne ou moins bonne? Donc ça c'est l'ensemble de cette tablette va avoir ces fonctions-là. Et sur les modèles supérieurs, vous allez avoir une navigation en plus du contrôle de la radio, etc. Vous allez avoir une navigation GPS qui n'est pas présente sur ce modèle-là. Ici, sur cette version, donc je vais la
Non, là je l'ai coupé, là je vais la mettre en route, voilà. C'est toujours un peu perturbant la fonction, l'afficheur où vous avez écrit ready, donc c'est là la voiture est en route à ce moment là, mais comme on est juste en mode électrique, en fait la voiture on ne l'entend pas du tout, donc on a l'impression d'être à l'arrêt, et c'est pour ça que j'ai coupé le véhicule, mais en fait le véhicule était en route. Donc comme sur la version 2013, j'ai plusieurs modes ici de contrôle, donc soit en éco, soit en normal, soit en sport. Là je suis en éco. Si je passe en mode alors là je suis en mode sport, pardon, donc là je suis en mode normal, c'est le mode gris. Le mode bleu, là il y a la petite où il y a la température, c'est passé en bleu, là c'est gris, et là c'est rouge. Donc le mode rouge c'est le mode sport, le mode gris c'est le mode normal, et le mode éco pour le maximum d'économie d'énergie, donc la version bleue du compteur de vitesse. Et également le petit bouton ici est de couleur bleue. Donc à cet endroit, donc vous allez retrouver différentes fonctions. Alors ce qui est dommage sur cette voiture par contre, c'est que vous allez avoir des fonctions qu'on va retrouver de manière identique là et là, mais vous n'allez pas piloter la même chose, donc c'est assez dommage et assez des fois contraignant. Comme l'histoire de la clim, vous pouvez la piloter là et là. Là la pendule vous pouvez la régler là et là. C'est un peu galère, des fois c'est un peu doublon. Et donc sur cet écran de droite, vous allez pouvoir manipuler beaucoup de choses, et ça c'est l'une des nouveautés de cette voiture. Vous allez avoir un régulateur adaptatif, vous allez avoir un aide donc régulateur adaptatif, hein, pour rappel, c'est un régulateur qui freine la voiture automatiquement en fonction de la circulation. C'est-à-dire que si vous avez une voiture devant vous qui se met à freiner, la voiture va adapter la vitesse. S'il y en a un qui vous coupe la tronche et qui vous fait une queue de poisson, pareil, la voiture va adapter la vitesse toute seule. Vous avez une alerte de franchissement de voie. On peut voir la petite voiture qui est dessinée ici. Donc le volant récupère le volant récupère automatiquement la trajectoire de la voiture si vous déviez de ça. Ensuite, on va avoir donc ça c'est pour désactiver. On va avoir les feux de jour qui vont être automatiques, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais également les pleins phares vont passer en mode automatique éventuellement si vous le demandez. Donc vous allez avoir beaucoup d'aides à la conduite disponible sur cette voiture qui n'était pas disponible sur la version 2013. Alors moi tout ça c'est pas des choses qui me parlent particulièrement. Je préfère un véhicule plus simple et dont je maîtrise la conduite. Maintenant dans certaines conditions ça peut être pratique. Vous avez aussi d'autres fonctions sur cette voiture en fonction supplémentaire. Si vous tenez pas votre volant, la voiture va vous rappeler qu'il faut tenir le volant. Vous allez avoir donc évidemment la lecture de panneaux en plus du régulateur adaptatif. Vous allez avoir les informations. Donc si vous dépassez le temps de conduite préconisé, c'est-à-dire les 2 heures, la voiture va vous envoyer un message, machin, faut s'arrêter, il faut se reposer. En fait, la voiture, elle va vous donner beaucoup d'informations comme ça supplémentaires à la conduite, et elle va pratiquement faire de la conduite autonome. On est à 2 doigts de la conduite autonome, hein, puisqu'elle récupère la voie. La seule chose qu'elle va vous demander, c'est de rester avec les mains sur le volant, mais sinon la voiture va conduire toute seule entre guillemets. Évidemment, ça, on rajoute ça au contrôle de trajectoire, à l'ESP, à l'ABS, etc. Enfin, tous les équipements de sécurité qu'on a sur toutes les voitures. Mais là, on est un cran juste en dessous de la conduite autonome avec cette voiture. Tout est fait pour maximiser la sécurité entre guillemets. Après, moi, je me pose toujours la question avec ce genre d'équipement, est-ce que trop d'équipements de sécurité n'entache pas justement la sécurité, puisque après, du coup, on va être assez peut-être dispersé par tout ça. Donc, toutes ces fonctions-là, ça va s'afficher à cet endroit-là. Si vous avez besoin enfin pas si vous avez besoin, mais si vous faites une faute de conduite entre guillemets, ou si vous faites une faute d'inattention, etc., tout va se passer de ce côté-là et ça va s'afficher automatiquement en plus des autres fonctions. Donc au centre, vous allez avoir le compteur de vitesse.
Là, en haut, vous allez avoir le levier de vitesse qui est ici, qui a également changé en termes de dessin entre la première série et la troisième série. Et puis donc, si vous êtes en mode éco, vous allez avoir votre jauge. Donc, quand vous êtes en freinage en mode éco, vous avez un freinage renforcé pour recharger la batterie. En mode éco, en fonction de votre niveau d'accélération, vous allez être en éco non assuré. Et si vous allez demander un petit peu plus, vous allez être en assuré. Et si vous accélérez très fort avec la voiture, vous allez être en mode power. Et le mode EV, c'est le mode électricité. Donc ça, c'est le compteur classique. Après, de ce côté-là, vous retrouvez également des informations liées à la radio. Mais du coup, vous pouvez avoir un doublon, puisque vous pouvez radio ici, radio là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est un petit peu dommage. Et donc là, les informations d'autonomie depuis le départ, après réinitialisation, on peut voir qu'on est à 4,4 litres de consommation au 100 km pour 8h20 d'utilisation. Donc c'est plutôt pas mal. Là, vous voyez, avertissement de roulis, le temps de pause. Vous avez beaucoup de choses ici. Là, est-ce que si je descends, ça m'affiche quelque chose? Non, ça m'affiche rien. Donc ça, c'est bon. Donc là, vous voyez, ça me met radar prêt. Voilà, ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises. Là, c'est le contrôle de collision. Voilà, je m'y perds moi-même dans les trucs. LDA active, direction assistée active. Également, ce que j'ai oublié de préciser, mais je crois que je l'avais déjà dit à l'époque sur la version 2013, si vous êtes en mode éco et si vous êtes en mode sport, la puissance donnée par l'accélérateur n'est pas la même, donc l'accélération est censée être plus franche. On va le voir là dans quelques instants en fonction, on va le voir dans quelques instants, puisque ma valeur d'accélération que j'avais faite à l'époque avec la 2013, je l'avais fait en mode sport, donc avec le mode toute puissance enclenchée, on va dire entre guillemets. Là, je vais faire la même accélération, mais je vais rouler volontairement en éco pour voir si mon 60 à 120 km/h est également du même niveau. En tout cas, on va voir la différence de performance entre les deux, puisque mécaniquement, ce sont les mêmes voitures. C'est un 1,8 litre dans les deux cas, et le système électrique est exactement le même entre les deux voitures. Au niveau du design, le panneau de porte a très légèrement évolué, mais bon, il n'y a pas grand chose de particulier à signaler de ce côté-là. En termes de position de conduite et de siège, moi je suis toujours très bien installé à bord de cette voiture. Le siège est très très bon. Il est peut-être un petit peu différent, j'ai l'impression qu'il est un peu plus baqué sur cette version 2018 que sur la version 2013, je pense, dans mes souvenirs. Ça fait 1 an et demi, donc j'ai vu 2-3 voitures depuis. J'ai l'impression que le siège est un peu plus ferme et un peu plus rembourré sur les côtés qu'avant. Il semblait un peu plus mou sur l'autre version. La rétrovision est très bonne sur cette voiture, mais également la surface vitrée. Alors elle est assez petite, le pare-brise est assez petit. Là on peut voir, là, quand je fais un petit recul de caméra, que le pare-brise est assez petit. Par contre, on n'est pas gêné particulièrement par la vision de cette voiture. C'est assez étrange. On n'a pas des petites fenêtres, on n'a pas des petites sensations de fenêtres comme dans une voiture allemande, sauf sur la partie arrière. La partie arrière, la fenêtre est vraiment toute petite. Globalement, la surface vitrée est correcte, on est gêné en rien, bon, si ce n'est le montant ici, mais là c'est propre à toutes les voitures modernes. Les panneaux de porte, les montants de pare-brise sont assez importants. Et par contre, au niveau du genou, là je suis pas du tout embêté, mon confort est très préservé, donc il est possible, en voyant cette voiture, d'avoir une console qui remonte assez large, mais qui ne me gêne pas en termes de genoux. Donc je suis bien, je suis content, je suis tranquille de ce côté-là. C'est un peu comme les BMW, à chaque fois que je prends une BM, je ne suis pas embêté de ce côté-là, alors que beaucoup de marques me posent des soucis de ce côté-là. Autre chose sur ces Lexus, le frein à main est au pied, à la manière des Mercedes, donc il suffit d'appuyer avec son pied pour enclencher ou désenclencher le frein à main. La vitre de cette Lexus, assez petite, comme je le disais, on n'est pas gêné par la surface vitrée, mais les fenêtres sont toutes petites. Malgré tout, elle a quand même le mérite de s'ouvrir complètement. L'espace à bord, donc on a une banquette qui est assez moelleuse. Par contre, on est assis assez droit. Là, on peut voir, la banquette est très très droite sur cette voiture. Je suis un petit peu déçu de ce côté-là.
la banquette elle est pas folle. On est beaucoup mieux à l'avant de cette voiture avec ses sièges en Alcantara là, très sympa, de très bonne qualité. On est beaucoup mieux je trouve à l'avant qu'à l'arrière. À l'arrière on est assis assez droit dans cette voiture. Les genoux ne touchent pas au dos du conducteur, donc ça c'est plutôt correct. Mais voilà, j'ai cette petite déception. Et pareil là je viens de remarquer, j'avais peut-être pas fait attention la dernière fois, pas de système de climatisation, il n'y a rien du tout à cet endroit là, alors que maintenant on est habitué sur les voitures modernes à avoir soit la clim à cet endroit là, soit des prises USB, soit des choses comme ça, et là il n'y a rien du tout. Ça fait assez vite, ça fait vieille voiture. Par contre là ici on va retrouver donc le bouton de vite électrique, en dessous le haut-parleur, et la qualité des plastiques sur les panneaux de porte, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, je la trouve un peu moins bien de manière générale que l'ensemble des plastiques de la partie avant. Là on peut voir il y a un espèce de retour de cuir en poignée sur le panneau de porte. On a l'Alcantara qui retourne, mais par contre le plastique ici, voilà, il y a 2-3 plastiques malgré tout qui sont pas folichons sur cette Lexus. Alors on est dans une très bonne voiture, hein, mais par contre je suis assez déçu par la banquette arrière de cette CT200H. Elle me paraît très droite. Et le confort n'est pas forcément mauvais, mais la banquette est courte et très droite, et c'est pas ce qui me fait rêver avec cette voiture. Autre chose qui fait pas rêver dans cette Lexus, bah évidemment c'est la partie coffre. Malheureusement elle est assez petite, donc la plage arrière est en plastique souple, et donc le coffre est assez modeste. Malgré tout on récupère quelques rangements en dessous. C'est un modèle qui n'a pas la roue de secours, celle-ci, donc voilà, on récupère quelques rangements, mais par contre la capacité du coffre est assez faible. Donc c'est franchement, c'est une 5 places sur la carte grise, mais c'est franchement une voiture pour 4 personnes maximum, et à 4 personnes il va pas falloir être gourmand en termes de voyage, il va falloir être assez mesuré de ce côté là avant d'aller faire un tour avec. C'est ce moteur donc de 1800 cm3 de cylindrée. On peut voir ici les câblages orange qui sont les câblages de l'hybridation de la voiture. Le moteur ici est assez classique avec sa jauge à huile ici. Bon voilà, c'est un compartiment moteur assez bien rangé globalement. Pas grand chose à y reprocher. On va simplement aller laisser sur route, et on va, comme je le disais tout à l'heure, volontairement la laisser en conduite 100% éco pour être un vrai pilote Jado mobile. Voici au volant de cette voiture qui est là mise en route. Donc évidemment, comme elle est mise en route, j'ai pas grand chose à y dire au ralenti, puisqu'on est en 100% électrique avec la voiture là tout de suite. Donc évidemment le confort auditif est parfait puisque c'est du 100% silence, et la direction est calibrée assez elle n'est pas très légère pour une voiture électrique. On pourrait s'imaginer voiture électrique, direction électrique, archi souple, mais non, il y a quand même un petit peu de fermeté au volant, donc c'est bien. Et on a un petit peu de fermeté aussi en termes de suspension. C'est même, je me souviens pas de ça, de cette fermeté de suspension. Moi, ça me dérange pas trop. C'est pas ce qui me choque, mais peut-être que on pourrait s'imaginer dans une voiture électrique très souple, etc., avoir un confort de suspension plus moelleux entre guillemets. Et là, la voiture est assez ferme en suspension. Est-ce qu'il y a une évolution de ce côté-là? Je crois pas, pourtant. Est-ce que j'avais eu ce même ressenti à l'époque? C'est possible, mais c'est vrai que c'est pas une voiture que je conduis très régulièrement. Par contre, là, ce qu'on peut constater immédiatement avec l'utilisation de cette voiture, c'est dès la mise en route du moteur, ça choque entre guillemets, parce que alors c'est pas il n'y a pas de il y a rien de grave, mais en fait on est tellement habitué au silence quand on va rouler à 30 à l'heure avec une accélération très fluide, c'est que dès qu'on va arriver à une certaine vitesse et la mise en route du moteur thermique, on va l'entendre vibrer là, comme là.
Voilà, j'ai eu la petite vibration et le petit bruit du moteur. Alors ça reste très discret et à peine perceptible, mais ça peut faire étrange pour celui qui n'a pas l'habitude d'utiliser ce modèle ou cette type de voiture. Donc là, avec cette accélération un tout petit peu plus forte pour essayer de monter en côte, là j'ai la voiture, l'aiguille qui va quasiment dans le power. Et là, je pense qu'avec la phase d'accélération que je vais faire comme d'habitude, je pense que là, elle va vraiment aller dans le power. Là, elle est à 100% dans le power. Elle se traîne pas malgré tout hein, dans son utilisation. Quand je l'utilise là en mode éco pour avoir eu besoin d'accélérer fort, j'ai pas eu une voiture mollassonne non plus. Donc ça se trouve, les chiffres d'accélération vont être les mêmes ou sensiblement identiques entre le mode éco et le mode sport. Là, au moment où je fais ce tournage là, moi j'ai pas encore tourné ma valeur d'accélération habituelle, alors que vous l'avez vu parce qu'au montage je la mets avant à chaque fois. Bon, bref, donc là moi à ce moment là j'ai pas encore le résultat de l'accélération, et c'est pour ça que je me dis que ça se trouve il n'y aura pas une différence importante entre les deux modes. Ça se trouve je suis dans les choux, j'en sais rien, mais en tout cas ça me donnait pas la sensation d'être mollasson. Donc bah, c'est plutôt bien puisqu'on est en mode éco, hein, le compteur bleu est totalement affiché sur ma voiture, et malgré ce j'ai pas de sensation de mollesse excessive, contrairement par exemple je sais que le mode éco chez Renault, des choses que j'ai peut-être un peu plus utilisé, le mode éco chez Renault c'est vraiment ridicule, la voiture elle avance plus du tout, on est vraiment sur un truc mollasson machin, et c'est presque dangereux à utiliser tellement la voiture elle veut pas avancer, alors que là finalement j'ai pas de difficulté à rester à m'insérer avec cette voiture, c'est plutôt bien. Donc là je suis un peu en dessous des 80 km/h, la voiture, enfin la circulation me donne pas la possibilité de faire mieux que ça tout de suite, et malgré ce on n'est pas encore dans une vitesse très élevée. La partie mécanique est tellement silencieuse qu'on va entendre les bruits environnants de l'atmosphère qui va tourner autour de la voiture, les autres usagers, les rétroviseurs, les bruits de roue, tout ça on va l'entendre plus fort, et c'est presque décevant entre guillemets, parce que pareil on voudrait avoir une voiture 100% silencieuse. Ce qu'on a en ville en dessous de 30 km/h, on évolue dans un environnement très silencieux, et du coup bah, on est presque perturbé par entendre quelques bruits, mais c'est le bruit surtout des autres qui font, c'est pas le bruit de la voiture. C'est pas un défaut particulier, mais c'est un constat. Et là, autant en ville, je trouvais que la direction était assez ferme, autant 2-3 fois avec le correctif de voie, la voiture elle corrige la direction. En même temps, moi naturellement j'ai voulu corriger ma direction, et du coup la voiture, j'ai trouvé que le volant se maniait de manière assez légère. Alors c'est une voiture qui va vous demander, voilà, bah, par exemple ici, le bip sonore qu'il y a eu, c'est parce que j'ai mangé un petit peu la ligne. Finalement c'est moi qui suis qu'un simple être humain qui fait des erreurs de conduite inacceptables pour la technologie de cette voiture. Donc du coup elle me l'a rapidement rappelé. Et donc, par contre, l'avantage de ces voitures-là, c'est comme les voitures électriques, même si le système est un petit peu différent, mais on ne sent pas du tout les vitesses passer sur cette voiture. C'est très fluide. Quand on est en basse vitesse, donc on est en mode 100% électrique, on ne sent rien, mais même quand on est sur autoroute, on ne sent pas les vitesses passer. On a une voiture très fluide, très souple. Et donc j'ai toujours eu la même impression avec ces voitures là. Ces voitures
Alors moi ici je suis en Ile-de-France. En Ile-de-France c'est génial comme voiture parce que pour aller bosser machin, pour faire le quotidien. Alors moi je suis un amateur de voitures anciennes, etc. Mais la voiture ancienne pour aller, alors même si moi je suis assez radical et que je roule en ancienne tous les jours ou quasiment tous les jours, utiliser ça comme déplaçoir, c'est un excellent déplaçoir. Pour moi c'est une excellente voiture, la CT200H, pour aller travailler, pour aller faire ses courses, pour faire les choses du quotidien. C'est très bien, ça consomme pas beaucoup, je l'ai montré tout à l'heure, on était à 4004 en consommation, donc c'est une valeur qui est très très faible. Donc c'est très intéressant de ce côté-là. Et du coup pour l'utilisation au quotidien c'est très bien. Par contre une fois qu'on va vouloir alors si on veut kiffer un peu, parce que c'est pas des voitures faites pour kiffer, on kiffe l'économie, on kiffe l'écologie, mais par contre si on veut se faire plaisir un peu au volant, pour moi c'est pas des voitures faites pour être énervé. On ne doit pas être énervé au volant de ces voitures là, on doit la conduire de manière tout à fait calme et tout à fait neutre, et c'est la philosophie de cette voiture, et c'est comme ça qu'on va l'apprécier au plus. C'est en ayant vraiment ce côté raisonnable. Un matin vous êtes énervé, vous voulez vous exciter avec ça, bah c'est pas approprié, on va dire. Vaut mieux être assez calme avec cette voiture là pour pouvoir en profiter totalement. Là comme je fais là, on est calme, on est tranquille, on se déplace machin, et là c'est génial. Et autre point où c'est pas très agréable entre guillemets, c'est quand on va arriver sur des vitesses élevées, hein, quand on va être vraiment sur autoroute 130, 140 ou plus en fonction de votre proportion à respecter la loi. Bah évidemment là c'est pareil, on va être assez on va être assez frustré entre guillemets, parce que la voiture c'est pas très agréable à ce moment là. Donc voilà, il faut acheter ça en connaissance de cause. Si on en connaît la cause, qu'on comprend la philosophie, etc., c'est une voiture c'est une très très bonne voiture, il n'y a aucun doute là-dessus. En plus d'être très très bonne voiture au quotidien, c'est une voiture qui est très solide. Alors qu'on paye au prix fort sur le marché de l'occasion. Par contre, en termes de budget d'utilisation, on rattrape largement, entre autres, les voitures françaises. Je sais pas, c'est un modèle comme ça, là, la personne qui m'a confié la voiture l'a acheté 18 000 €, elle a 75 000 km. Finalement, et elle est de 2018, une 308, 1 litre de PureTech, on va la payer à peine moins cher. On va peut-être la payer 15 000, mais en termes de durée de vie, au niveau de la voiture et en consommation, on consomme 2 fois moins de carburant. Et en termes de durée de vie, que ce soit mécanique ou en pièces d'usure, il n'y a pas match. Les 3 000 €, vous allez les récupérer, mais alors très 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 rapidement. Donc pour moi c'est tout vu entre les deux, entre le choix d'une hybride comme ça et le choix d'une 308 par exemple PureTech, qui est une des stars du marché de l'occasion. C'est tout vu, vaut mieux ce modèle là, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez franchir le pas de ce type de modèle. Je l'avais dit à l'époque, je le redis aujourd'hui, c'est une excellente voiture, il n'y a pas de problème. Ça manque peut-être un peu de passion pour un radical, un extrémiste comme moi, mais sinon, hormis ça, voilà, il n'y a pas de problème. C'est un excellent modèle de véhicule. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce nouveau test sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.